Bonjour et bienvenue à cette première causerie de Mille Pattes Sud-Garonne. Aujourd'hui, nous allons parler de la cantine scolaire de la ville de Nogaro dans le Gers. Christian Perret, maire de Nogaro, et Hugo Desremez, responsable de la restauration scolaire, nous présentent comment ils ont réussi à transformer la restauration scolaire de Nogaro pour proposer aux enfants une alimentation saine à partir de produits locaux en s'appuyant sur le PAT du PETR Armagnac. Un repas à 7 euros, à 45% en local et plus de 90% de bio, c'est possible, ils le prouvent. Donc, bienvenue à Monsieur Perret et Desremez de la commune de Nogaro, avec lesquels on va échanger sur une expérience qui nous semble particulièrement intéressante, puisqu'elle associe fortement des résultats tout à fait notoires en termes d'approvisionnement de la restauration collective avec une réflexion de type projet alimentaire de territoire. Donc, je pense on va passer une heure ensemble, ou peut-être un petit peu plus selon les questions et selon vos disponibilités. Donc, deux mots, d'une part sur Mille Pattes, et puis d'autre part sur cette formule qu'on inaugure, qu'on appelle les causeries de Mille Pattes. Donc, Mille Pattes, mouvement pour instaurer le projet alimentaire de territoire, ou on pourrait dire les projets alimentaires de territoire. Et c'est Mille Pattes Sud-Garonne, c'est-à-dire qu'on est ancré sur un territoire et on dit schématiquement qu'on opère entre la métropole toulousaine, Auch et Saint-Gaudens, même si on pourrait dire qu'on va jusqu'aux Pyrénées en termes d'approvisionnement, puisque le Comminges est important pour nous, puis peut-être qu'un jour on va mordre vers l'Ariège, enfin j'en sais rien. En tout cas, la volonté, c'est une association loi 1901 qui a été créée il y a un peu plus de 3 ans par un groupe composé je dirais, de citoyens préoccupés et intéressés par les questions d'alimentation et d'agriculture, d'agriculteurs, de professionnels l'agricole ou du para-agricole, également de quelques élus locaux. Donc, on a notre siège à la commune de Saint-Clar-de-Rivière et on s'attache donc depuis 3 ans à favoriser, à faire bouger les lignes, à rapprocher les différents acteurs pour justement pousser la mise en place de projets alimentaires de territoire, tout ce qui tourne autour des circuits courts, et également la mise en œuvre de cet objectif d'un approvisionnement local et bio beaucoup plus poussé, notamment tel qu'il est prévu par la loi Egalim. Donc, on a été amené à publier une carte des producteurs locaux, on travaille avec certaines communes, on opère par projet. Et donc, on a convenu donc, en conseil d'administration compte tenu aussi de la diffusion, donc c'est la contrepartie de cette crise sanitaire, on utilise beaucoup plus facilement la visio, le Zoom, on a beaucoup de contraintes, mais en tout cas, on a moins de contraintes pour se réunir à distance en visio. Et donc, vu l'intérêt et vu les expériences de qualité, les témoignages de qualité dont on a connaissance, on instaure sans doute un rythme d'une fois par mois, on l'espère pour le moment, ce qu'on a appelé une causerie, c'est-à-dire un échange avec des personnes ayant des expériences intéressantes sur les sujets qui nous concernent. Voilà, donc je ne sais pas si Emmanuel Gambé est ici, il doit être là. Je ne vois pas tout le monde là. En tout cas, on a eu connaissance par l'un de nos membres. Vous avez tenu un webinaire, Monsieur Desremez, il y a quelque temps, qui a beaucoup intéressé l'un de nos membres et qui nous l'a remonté. Et on s'est rendu compte que ce que vous avez fait, c'est ce qu'on voudrait pouvoir démultiplier, pour parler simplement. Donc, merci d'être ici. Je vais vous laisser vous présenter. Et puis, je pense qu'on va agencer tout simplement votre présentation et les questions qui, je pense, ne vont pas manquer de fuser. Donc, soit on les pose au fil de l'eau, soit on les réserve à la fin, comme vous le souhaitez. Donc, je peux prendre la parole. Merci beaucoup.
Donc, je me présente, je suis Christian Peyret, maire de Nogaro depuis 2001 et élu depuis 1995. Et j'ai à mon côté donc, notre chef de responsable de restauration scolaire de Nogaro, Hugo de Remes, qui fera aussi sa présentation. Euh, de ce projet, c'est qu'on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en 2013 exactement, on avait du personnel de cantine qui partait à la retraite et c'est à ce moment-là qu'on s'est posé vraiment les questions de savoir si on continuait à travailler ce que j'appelle la période ouvre-boîte et congélation ou si on changeait carrément notre fusil d'épaule pour pouvoir travailler avec des produits locaux, des produits en circuit court, des produits de qualité et tout comme ça. Pour ça, il nous a fallu recruter un chef, hein, et nous avons eu la chance de tomber sur un chef qui était vraiment dans le cadre de ce projet avec toutes les qualités nécessaires. C'était Hugo de Remes, qui nous accompagne depuis sur ce projet-là. Mais au-delà de ce projet, puisqu'on va développer aussi d'autres projets dans le cadre de sa nouvelle mission qu'il a au pays d'Armagnac, hein, puisque Hugo va travailler, sera toujours responsable de la cantine de Nogaro, mais détaché en tant que chargé de mission sur l'alimentation durable au pays d'Armagnac et sur lequel nous, on aura d'autres projets à porter à travers de cette nouvelle institution. Pour nous, c'était important, je pense, on va commencer à dérouler un petit peu le projet. Ce projet-là, c'était que dans… Excusez-moi, je vous interromps, mais je vais peut-être préciser que ce webinaire, cet échange est enregistré, s'il n'y a pas de ça ne pose pas de problème aux uns et aux autres. Pour moi, ça pose pas de problème. Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème. Bon. On continue alors. Voilà. Donc, ce projet, c'était principalement pour donner aux enfants et aux familles une meilleure qualité, quelque chose de beaucoup plus sain en termes d'alimentation. En même temps, il y a un travail qui devra être fait, qui est fait aussi en ce moment, c'est l'éducation au goût, à la nutrition, à l'alimentation, pour avoir quelque chose de sain et de durable. Hein. En même temps, on travaille beaucoup sur l'impact environnemental du restaurant scolaire et on éduque les enfants aussi au non-gaspillage. Je pense que c'est important. On a des chiffres aussi à vous soumettre dans ce domaine-là. Hein. L'important aussi à ce moment-là, c'est de créer du lien avec les enseignants, les familles, les équipes qui travaillent aussi en partenariat dans l'accompagnement du restaurant scolaire, puisqu'on a des équipes éducatives qui sont là aussi pour donner aux enfants un petit peu les explications nécessaires de savoir ce qu'ils mangent, où c'est produit, comment c'est produit, ainsi de suite. C'est un travail qui est quand même quotidien aussi, qui est très important. Et aussi, on a un travail qui a été fait et qui était très important aussi avec tous les fournisseurs pour amener nos fournisseurs à nous vendre des produits de qualité dans le respect des conditions sanitaires et environnementales. Je pense que c'est très important aussi de travailler aussi avec un tissu de producteurs locaux en circuit court. Donc, c'est toute cette réflexion-là, ce changement un petit peu d'orientation à 180 degrés, je dirais, et qui nous a permis vraiment aujourd'hui d'en être au niveau où on en est, et surtout grâce à Hugo. Hugo qui est la personne qu'il nous fallait, vraiment, qui nous accompagne, que je qualifierais un peu de chef de file un petit peu de l'alimentation durable. D'abord parce qu'il nous avait fait un diagnostic sur le territoire communautaire de 26 communes, avec plusieurs cantines scolaires, et ce qui nous a mené à développer un petit peu maintenant vers le pays d'Armagnac, qui là, c'est un territoire de plus de 50 000 habitants, avec 4 territoires communautaires importants, qui représentent presque la moitié, un peu moins de la moitié du département. Donc, c'est important aussi de le signaler en termes de superficie, puisqu'on est dans une configuration très rurale aussi par rapport à ça. Ce changement aussi a été important, mais a été important aussi, et à un certain moment, et Hugo, il doit en tirer aussi tout le bénéfice de tout ça, c'est qu'il a su à nous amener aussi toute une équipe de personnel de cantine à un niveau de travail complètement différent, puisque maintenant, on travaille tous les légumes, toutes les viandes, tout est fait sur place, toute la pâtisserie, ainsi de suite. Donc, il a fallu aussi donner envie à ces personnels-là de travailler différemment
de travailler qualitativement aussi, de les former. Et donc, c'est un challenge aussi qui a porté ses fruits puisque en 2017, Hugo a reçu une victoire nationale aux cantines rebelles d'un plus bio. Donc, je pense que c'était important aussi, cette reconnaissance. Mais à travers Hugo, c'est la reconnaissance d'un travail collectif qui a été fait sur la cantine de Nogaro. Donc, voilà un petit peu, en gros, le projet tel qu'il a été prévu et tel qu'il fonctionne bien aujourd'hui. Et si je laisse Hugo maintenant le soin de présenter le projet un petit peu, comment il a travaillé tout ça, comment il nous a amené au niveau où on en est aujourd'hui. Et je reparlerai peut-être après des projets que l'on a après 2020 sur lesquels on est en train de travailler aussi pour le futur. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Bonjour à tous, et puis merci de nous accueillir ce soir. Voilà, donc moi je m'appelle Hugo, et je vais vous faire une présentation un peu plus technique en fait de toute cette restauration scolaire de Nogaro. On a vu l'historique, et maintenant je vais vous dire un petit peu ce qui se passe, quelques chiffres, et surtout comment on en est arrivé et les solutions techniques qu'on a trouvées pour en arriver là. Alors voilà, les chiffres, c'est ceci. La cantine scolaire de Nogaro, donc Nogaro est une petite commune, relativement petite, 2000 habitants, un peu plus de 2000 habitants. Sur la cantine scolaire, 35 000 repas servis par an, qui représentent en moyenne 220 repas par jour. Pour cuisiner et servir ces repas, c'est une équipe de cuisine, de cantine de 5 personnes. Alors 5 personnes, ça ne veut pas dire 5 emplois à temps plein, c'est 4,2 équivalents temps plein. Et puis un apprenti, chaque année, on forme un apprenti sur des mentions complémentaires, notamment en restauration collective. Le public, eh bien, école élémentaire et maternelle. On sert également en liaison la crèche municipale, multi-accueil, donc des enfants de 18 à 36 mois. Et puis, évidemment, les personnels enseignants et accompagnants mangent également au sein de la cantine. Et je voudrais rajouter quelque chose. Depuis le mois de janvier, puisqu'on a un centre de vaccination important à Nogaro, on fait manger aussi donc, les produits de la cantine à tous les personnels soignants, infirmières, pompiers qui viennent sur le centre de vaccination tous les mercredis. Donc, c'est entre 25 et 30 repas de plus qui sont aussi consommés sur place tous les mercredis sur ce centre de vaccination. C'est exact. Et puis, on sert aussi, alors on n'est pas vraiment une cuisine centrale, mais néanmoins, on collabore avec une commune voisine, une très petite commune qui avait une vingtaine de repas. Et donc, on produit les repas pour eux en liaison chaude. Ils sont situés à 5 minutes, ça représente peut-être 2 ou 3 kilomètres à vol d'oiseau. Ouais. Voilà. Alors, la cantine, on est labellisé, pour ceux qui connaissent, le label EcoCert en cuisine. Donc, alors, ça sera intéressant peut-être qu'on y revienne sur les avantages. On connaît EcoCert en cuisine, enfin pas de manière aussi précise que… Mais ça sera intéressant peut-être qu'on revienne sur les avantages qu'a pu apporter ce label dans votre démarche. Oui, mais je vais venir. Oui. Et en matière de performance, mais j'aime pas trop ce mot parce qu'on n'est pas dans la performance dans un service public de restauration. On est à 92% de produits bio en valeur d'achat, donc 92% des dépenses alimentaires concernent des produits certifiés en bio et 45% en local. Alors local, attention, chacun y met la définition qu'il veut, il n'y en a pas d'universel. Simplement, nous, on a adopté celle d'EcoCert. Le local, pour le label, c'est région et département limitrophes. Donc, ça ratisse quand même assez large. Néanmoins, dans cette définition, évidemment, on s'attache à se procurer les denrées au plus près possible de notre territoire, en fonction de ce qu'il est en capacité de produire. Et évidemment, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Vous le savez très bien. Et puis, en termes de coût, donc on a un coût matière qui
moi, me semble très performant, qui est de 2,30 € par repas servi, même s'il est supérieur à pas mal de cantines. Il est quand même maîtrisé et on va développer ça un petit peu plus tard. On a beaucoup travaillé à cette maîtrise. Et ce qui est plus important que le coût matière, c'est qu'on a un coût global du repas qui, lui, me semble encore mieux maîtrisé, qui est de l'ordre de 7 €. Oui. Sachant que la moyenne française est plus autour de 8 €, mais sans prendre aucune considération de la qualité de l'alimentation. Donc nous, avec 92% de produits bio, frais et locaux, on se retrouve avec un coût global à 7 €. Mais par contre, on a priorisé la denrée alimentaire. Oui. Ce sont des montants TTC? Non, Hors taxe. D'accord. Et donc, pour compléter aussi, donc vous avez vu que le choix de la commune de Nogaro, malgré le qualitatif et les coûts que l'on maîtrise bien, on reste en prix de vente de repas pour les familles à 2 € par élève, par enfant. Oui. Oui. Donc, on a voulu quand même rester aussi dans des coûts assez bas pour permettre à toutes les familles de pouvoir manger à la cantine. Je prends l'exemple des 220 repas qui sont servis actuellement, quand en 2013, on était à 120, 130 repas. Donc, vous voyez la différence, alors qu'on a le même nombre de classes, voire moins, puisque les effectifs ont peut-être un peu chuté sur ces 10 dernières années. Voilà. Et pour reprendre l'historique, bon, on l'a vu un petit peu tout l'historique, monsieur le maire vous l'a déroulé. Et ça, c'est un petit peu la progression, si vous voulez. C'est un projet qui s'est fait très progressivement parce qu'on partait de rien et on a fait des erreurs. Mais petit à petit, on est arrivé à ces résultats. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des établissements qui vont du jour au lendemain décider de passer à 100% bio. Et c'est très bien. Ce n'est pas le souci. C'est un modèle parmi d'autres. Nous, on a fait cette montée en puissance, cette progression très lente, mais ça nous a permis vraiment de consolider le modèle. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait, c'est acquis. On n'a pas essayé d'aller trop vite et je pense que si on avait voulu le faire, on partait de rien et surtout l'environnement au niveau des producteurs, il a fallu aller les chercher petit à petit, on aurait fait exploser les coûts. Donc, cette progression lente, ça nous a permis de vraiment construire. Et pour revenir sur la labellisation, donc vous voyez sur la droite de la diapo, petit à petit, on a progressé dans le label EcoCert. Ce label, ça nous a permis de nous structurer parce que comme on a des audits de l'extérieur, il a fallu créer des outils pour mesurer ce qu'on faisait, mesurer les produits bio, mesurer toute la gestion environnementale du site de la cantine. Et ça nous a vraiment permis de nous construire de façon vraiment très cartésienne, petit à petit et de façon très consolidée. Et c'est pour ça que c'est un modèle qui maintenant est pérenne et qu'on essaye de partager et d'essaimer sur le territoire. Et ça vous semble, donc c'est une certification qui est encore peu reconnue, enfin qui progresse. Ça vous semble la seule ou la meilleure dans ce domaine-là? Alors, c'est la seule qui participe réellement d'un audit extérieur. Oui. Les autres, on a par exemple des initiatives comme mon Resto Responsable qui ne sont pas inintéressantes, mais on est sur du déclaratif. D'accord. Alors que là, on peut vraiment communiquer ces chiffres en toute transparence. Ce n'est pas nous qui les donnons, ils sont contrôlés et vérifiés et je peux vous assurer, ce n'est pas une certification. Hein. La certification relève de la réglementation, la labellisation relève d'une démarche volontaire, mais ce sont les mêmes auditeurs qui vont certifier les producteurs, par exemple, et je peux vous assurer que quand ils viennent faire les contrôles d'audit, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Oui.
Alors, Oui, mon resto responsable est plus une méthodologie. Je sais que Toulouse s'est engagé dans ce sens-là, mais il s'agit davantage d'une méthodologie et pas d'une labellisation, et je pense sans cette notion d'audit. cette montée en puissance aussi sur l'engagement label EcoCert de 2014 à 2020 permet aussi en même temps d'avoir le temps de former les personnels aussi progressivement à tous ces changements. Je pense que ça, c'est important. C'était pour les amener progressivement, sans les brutaliser, sans les amenant à faire un travail aussi qualitatif aussi par rapport à ça, avec toutes les formations qui étaient nécessaires pour répondre à ces labels. Alors, oui, la formation, c'est vraiment c'est la clé de voûte. Si vous voulez, les paramètres sont nombreux hein, pour mener ce genre de projet. Il faut d'abord la volonté politique, parce que si on ne l'a pas au départ, évidemment, il n'y a rien qui va se faire. Après, il faut avoir l'engagement des équipes techniques, mais vouloir bien faire, c'est une chose. Et il y a les compétences. Et là, on a un vrai problème parce que en matière de restauration et de restauration collective, d'une part, dans les cursus de formation professionnelle, l'alimentation durable, même à l'heure actuelle, n'est pas enseignée. Vous avez des réglementations comme EGalim. On demande aux gestionnaires et au personnel de restauration collective de mettre en œuvre et de se mettre en conformité avec cette partie de la loi alimentation sur les cantines scolaires. Ils ne sont pas formés. Le repas à base de protéines végétales, ça n'est pas enseigné dans les écoles et c'est un vrai problème sur le terrain, dans les équipes. Et puis, dans les diagnostics que j'ai été amené à faire sur le territoire, la réalité de terrain des petites cantines, le modèle dominant, c'est des cantines qui produisent 20-25 repas. Et c'est vraiment génial de pouvoir garder des petites structures comme ça de restauration dans des petits villages. Ça fait vivre l'école, ça fait vivre le village. C'est formidable, sauf que les personnes qui sont en responsabilité de produire les repas ne sont pas des professionnels de la cuisine. Et elles sont tenues néanmoins de mettre en œuvre toutes ces réglementations. Il y a un vrai problème de formation des personnels. Donc, on s'y attache après au niveau du projet alimentaire. On en parle aussi là de suite. Voilà. Donc, je voudrais évoquer, donc, pour faire suite à la réflexion d'Hugo, nous avons mis en place à Nogaro un centre de formation destiné d'ailleurs à ces personnels, hein, qui fonctionne depuis le début de l'année. Donc, c'est Hugo qui est en charge de ce centre de formation et qui le suit avec le PETR. Et ce centre de formation est aussi accompagné d'une diététicienne qui nous aide aussi un petit peu dans la compréhension de la loi EGalim, hein, tous ensemble, et qui nous aide aussi avec ces personnels-là de savoir équilibrer les menus, vraiment contrôler la diététique de tous ces aliments. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, on a démarré les formations donc, ce début d'année. Ça fonctionne régulièrement. Donc, Hugo va vous en parler un petit peu plus parce que ça correspond bien à notre volonté de pouvoir poursuivre notre projet au niveau alimentaire de ce territoire en formant aussi les personnels sur les problématiques de cette loi EGalim qui était vraiment, pour certaines communes, était une contrainte. Alors, centre de formation destiné au personnel de votre commune ou au-delà? De toutes les communes du territoire, hein, principalement, oui. Mais au-delà, puisqu'on va le faire sur le pays d'Armagnac, donc sur les territoires des 4 communautés de communes, et on ira certainement beaucoup plus loin dans le cadre du développement, parce qu'on pourra le faire sur le plan départemental, puisque le département du Gers aussi a son projet alimentaire de territoire. Donc, certainement, et aussi, on aura besoin d'aller chercher d'autres personnes sur le département, et pourquoi pas les départements voisins. Donc, oui. Voilà, donc on n'aura pas de frontières, éventuellement, pour continuer l'aventure de ce centre de formation, bien au contraire. Très bien. Oui, si vous voulez, pour faire court, parce que du coup, la présentation est un peu décousue, mais ce n'est pas très grave, on est en comité restreint. Ce centre de formation, c'est un outil territorial qui vient répondre à un besoin qu'on avait identifié et qui a été conçu pour pouvoir mener à la fois des formations professionnelles pour les personnels, à la fois de restauration collective, mais aussi de restauration commerciale, pourquoi pas, ça n'a pas encore été fait,
mais ce n'est pas interdit. Et aussi pour mener des ateliers cuisine tout public. Donc, on a une partie matériel grande cuisine et une partie du matériel qui est du matériel ménager que vous pouvez retrouver, dit grand public. Et ça nous sert pour la population, mener des ateliers alimentation durable, vraiment tout public. Voilà. Ça, c'était pour la petite partie. Mais ce sujet de la formation, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et c'était un des axes vraiment forts du démarrage du projet alimentaire. Et comme on a une productrice, alors la diapo que je viens d'afficher, ça c'est simplement un exemple, si vous voulez, de ce que nous a amené à faire la labellisation EcoCert, construire des outils de comptabilité analytique qui nous permettent du coup, de mettre en œuvre la loi Egalim, parce que pour pouvoir dire quels sont les pourcentages de produits dits de qualité qu'on met dans les menus, il faut bien pouvoir les calculer. Et vous vous rendez bien compte que la petite cantine qui fait 20 repas, mettre en œuvre autant d'outils, de technicité, soit ils arrêtent de cuisiner parce qu'ils n'ont plus le temps, soit ils ne font pas tout ça. Ils ont absolument besoin d'un appui et d'aide pour pouvoir mettre en place cette loi Egalim. Ça ne peut pas se faire comme ça. C'est vraiment pas si simple. Alors, au niveau des fournitures, parce que ça, c'est une vraie question, eh bien, ce n'est pas si simple. C'est pas si simple parce que sur le territoire autour de Nogaro, il y a relativement peu de production vivrière. Et il nous a fallu beaucoup de temps pour construire un partenariat et des rapports commerciaux avec des petits producteurs. Donc, ça s'est construit vraiment, on a mis 6 ans pour en arriver là, petit à petit. Il a fallu convaincre aussi, parce qu'on a beaucoup de producteurs qui nous ont clairement fait comprendre qu'ils ne couraient pas après nous. On a une réputation, nous, restauration collective, d'être exigeants, de vouloir des prix et de payer à 30 jours. Donc, à 30 jours, quand tout va bien. Et du coup, il a vraiment fallu instaurer une relation de confiance. Ceci dit, ça fonctionne très bien. Et au final, on a vraiment de très bonnes relations et tout le monde s'y retrouve. Pour vous donner un exemple, on travaille avec un petit maraîcher qui est à 4 km à vol d'oiseau de la cantine. Et en fait, ce n'est pas tellement nous qui allons lui passer commande, c'est lui qui nous dit ce qu'il a à disposition. Et nous, on va cuisiner et construire les menus en fonction de ce qu'il nous propose. Et finalement, c'est une manière d'aborder la cuisine qui est plutôt intéressante parce que ça nous oblige aussi, nous, du coup, à être réactifs et à avoir de la créativité. Et ça à quelle fréquence est-ce qu'il vous donne ces informations? C'est hebdomadaire. D'accord. Après, il y a une cohérence. Ce qui paraît cohérent. Il y a une cohérence. On sait qu'en fonction des saisons, à peu près, on sait ce qu'il a. Mais simplement, il lui arrivait, par exemple, d'avoir une planche de carottes qui faisait en moyenne 800 grammes. Impossible à vendre sur les marchés de plein vent. Enfin, pas impossible, mais compliqué. Et du coup, il était embêté. Il se retrouvait avec ce stock de carottes qui était énorme. Mais pour nous, c'est parfait. Pour nous, vraiment très, très bien, parce que c'est facile à mettre en œuvre. Même exemple sur de la tomate. Il est arrivé en fin de saison avec un stock de tomates qui mûrissait, qu'il n'arrivait plus à écouler. Et il nous les propose, nous, on l'arrange. Lui, il nous fait un prix attractif. Enfin, voilà, souvent, ça fonctionne comme ça. On a aussi, vous voyez, juste en dessous de l'image des pièces de viande, on a un petit producteur éleveur de blondes d'Aquitaine. Lui, c'est pareil. On lui demande pas, il nous faut 20 kilos de paleron. C'est lui qui nous dit, voilà, j'ai ça à vous proposer. Et nous, on se débrouille avec. Je pense que ça me semble essentiel et c'est impressionnant qu'en une semaine, vous ayez là. C'est cohérent. Pardon ?
Je disais que c'était impressionnant, enfin, c'est essentiel, mais que vous ayez la capacité en moins d'une semaine à réagir et à adapter vos menus, c'est impressionnant. Bah, simplement, pour vous donner un exemple très concret, j'ai décidé de faire du poulet avec des légumes. Eh bien, sur mon menu, c'est marqué poulet et légumes. Mais les légumes, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Ah, ok. Je ne sais pas ce que c'est. La programmation des menus, Oui. c'est sur 4 semaines parce que nous sommes ouverts 5 jours par semaine. Donc, on a des séquences de 20 menus conformément à l'arrêté de septembre 2011 sur la composition nutritionnelle des repas. Donc là, il y a une réglementation. En restauration collective scolaire, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, on construit nos plans alimentaires et nos menus. Pour information, en 7 ans, on n'a jamais reconduit le même plan alimentaire. C'est-à-dire que chaque séquence de 4 semaines, c'est une feuille vierge. Ce qui ne veut pas dire que les plats ne reviennent pas, évidemment. Mais on construit, voilà. On ne reconduit pas toujours les mêmes menus. Ça, c'est une chose. Voilà, 4 semaines. 4 semaines, on a des fournisseurs. Super. Bravo. On a des fournisseurs qui, pour avoir le produit, on est obligé de faire des commandes à 10 jours ou 15 jours en avance. Principalement en bio. Voilà. Moi, j'ai une autre question sur la saisonnalité. Donc, vous avez parlé du scolaire. Comment gérez-vous les périodes hors scolaire au niveau des producteurs? Les producteurs ne sont pas dépendants de nous. Oui. Nous, on vient en apport, si vous voulez, et c'est un danger. Enfin, je pense que vous avez une productrice qui est là. On s'est rendu compte aussi, par exemple, avec le confinement et l'arrêt des cantines scolaires, un producteur ne peut pas miser que sur la restauration collective. Je ne pense pas que ce soit viable. Oui. Ceci étant dit, effectivement, la cantine scolaire de Nogaro n'est fermée que 3 semaines en été, 2 semaines à Noël, puisqu'on tourne avec les centres aérés. Donc, on fonctionne vraiment toute l'année. On n'a que 3 semaines qui, effectivement, pour le maraîchage, correspondent. L'été, c'est les pics de production. Oui. Voilà. Je vais un petit peu continuer, si vous voulez bien. Bien sûr. Au niveau de la cuisine, donc on a parlé de la formation, on a une équipe sur Nogaro. Ça s'est construit, mais on a une équipe qui est particulièrement formée et diplômée. Un CAP de cuisine, un CAP de pâtisserie, un bac pro cuisine, un BTS hôtellerie-restauration. C'est plutôt inhabituel pour des cantines scolaires communales. C'est un petit peu plus courant après dans les collèges et dans les lycées, où les conseils départementaux ont des exigences au niveau du recrutement qui sont quand même supérieures. Mais vraiment, voilà, c'est une équipe bien formée. On est quand même là pour cuisiner. Et pour cuisiner, il faut savoir faire. On a un matériel qui est vraiment adapté et performant. Encore une fois, dans les audits que j'ai faits, j'ai rencontré des structures où ça tenait du miracle que l'agent puisse cuisiner dans ces conditions-là. Il faut, pour pouvoir faire bon travail, il faut du bon matériel. Et là, je remercie vraiment l'équipe de la mairie de Nogaro parce que ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Pour faire des produits de qualité, il faut quand même un minimum de matériel. Donc, tout est fait sur place à partir de produits frais et bruts et de saison. Et là on ne déroge pas. Quand je dis tout est fait, y compris les pâtes, c'est-à-dire qu'on pétrit. Il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est le pain. Et là, on a accompagné le boulanger de Nogaro à la conversion en bio. On l'a accompagné sur la certification. Et maintenant, on a du pain bio, ce qui n'était pas le cas au départ. Et puis, voilà, des menus équilibrés et variés. Alors, oui, on n'a jamais reconduit le même plan alimentaire. Et puis, on n'est pas 100% bio parce que d'abord, on ne s'est jamais fixé d'objectif. Et ensuite, on n'a pas
on n'a pas cet objectif de performance et on prend en compte le caractère culturel et local. Et on est vraiment au cœur de l'Armagnac, dans un territoire de production de canard gras, où de génération en génération, les gens et les enfants sont habitués à manger du canard. C'est vraiment l'emblème de la gastronomie locale. Or, le canard gras, par définition, ne peut pas être certifié puisque le gavage interdit la certification, ou plutôt la certification interdit le gavage. Ouais. Et pour autant, on continue à faire du canard. Donc, on ne sera pas 100% bio, ce n'est pas un but. On le fait autant qu'on peut, mais on a à cœur quand même de faire vivre cette gastronomie locale qui est très riche. Concernant les menus et du coup l'adaptation à la saisonnalité, notamment des légumes en ce qui me concerne, comment est-ce que vous avez pu développer peut-être des nouvelles recettes pour amener les enfants à goûter à tous les légumes, y compris les légumes d'hiver? Alors, bah, ouais, vous avez raison, c'est un truc, c'est pas facile. Alors déjà, légumes et enfants, c'est pas quelque chose qui va toujours matcher. Et en plus, très précisément en ce moment, on est dans une période où c'est compliqué parce qu'on n'a plus les courges, enfin voilà, on a vraiment des légumes racines, des légumes d'hiver, des poireaux. Eh bien, que vous dire? Développer des nouvelles recettes, oui et non. Réadapter des recettes, des vieilles recettes, oui. Essayer de rendre un petit peu plus sexy et en tout cas goûteuse ce qu'on produit, oui. Et puis, on travaille beaucoup, par exemple, les légumes. Moi, j'aime bien les travailler en mélange avec des céréales. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas dans l'assiette que des légumes. On va faire du riz aux légumes, avec à peu près en proportion de 50-50. Et du coup, ça passe beaucoup mieux. Alors, est-ce que les producteurs, enfin, ou pas, est-ce qu'il y a eu une pédagogie de déployer auprès des enfants pour faire accepter peut-être un peu plus enfin, ou des recettes différentes, ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à ça? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Alors, ça serait mentir de vous dire qu'on n'a pas rencontré de difficultés. Surtout dans la période de démarrage, en fait, où on a quand même radicalement changé les méthodes de cuisine. Les enfants étaient un peu perdus, faut le dire. Après, ça a été assez rapide. Les enfants, en fait, du moment où c'est bon, vraiment où c'est bon, ça fonctionne. Ils mangent. Et aussi, on a construit un projet pédagogique. On s'est rendu compte tout de suite, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans tous les systèmes, on vous parle de l'accompagnement du temps de repas. C'est aussi important que la cuisine. Vous pouvez faire la meilleure cuisine du monde, si elle n'est pas accompagnée et si on n'explique pas aux enfants ce qui a été fait, pourquoi c'est fait, d'où ça vient et comment ça a été cuisiné, ça ne marchera pas. Donc, on a fait suivre des formations au personnel qui encadre les repas. On a un taux d'encadrement qui est exceptionnel, qui est de un animateur pour 12 enfants à table. Alors, je ne vous cache pas qu'en ce moment, avec le Covid, les conditions de prise des repas sont très dégradées. Le port du masque, les distanciations, en temps habituel, normal, on va dire, et on espère très vite y revenir. Les animateurs mangent à table avec les enfants, leur expliquent ce qu'ils ont dans l'assiette, les incitent à goûter. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et vous avez raison. Ça participe au moins de 50% de la réussite du projet qu'ils vont manger. Et aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a une petite anecdote sur l'acceptation des menus et de ce changement d'alimentation par les enfants. C'est qu'au bout d'un moment, les enfants ont tanné leurs parents pour qu'ils fassent la cuisine comme à la cantine. Et du coup, les parents sont venus nous interpeller en nous demandant les recettes. Et de là, on en a fait un livre. Donc voilà le livre de recettes qui a été édité et sur lequel Hugo, bien sûr, a participé avec une diététicienne. Il y a tout un tas de menus que vous pouvez trouver donc, sur le site internet de la commune, puisque ce livre est en ligne.
et donc a permis éventuellement. Et donc, c'est vrai que c'est plaisant d'entendre les enfants de dire à leurs parents je veux que tu me fasses manger comme à la cantine. Voilà. Donc, c'est un peu paradoxal, mais bon, aujourd'hui, on en est là et je trouve que c'est un très beau pari qu'a tenu Hugo justement pour amener. Ah, mais bravo, bravo, hein. Voilà. Ouais. Voilà, donc là c'est la diapo qui correspond à ce qu'on vient d'expliquer. C'est un projet pédagogique autour des repas. C'est quelque chose de fondamental et qui fonctionne. Et on essaye, encore une fois, de diffuser sur le territoire. Alors, au niveau de la présentation et des slides, c'était un petit peu décousu, je m'en excuse. On a à peu près fait le tour. Bon, c'est très intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est super. Je félicite. Très bien. Bravo. Merci beaucoup. Ouais. C'est très passionnant et entre nous, c'est aussi enrichissant de travailler dans ces conditions-là. C'est motivant. Il faut être clair. Oui, oui. J'ai une question. Oui, Stéphane. Oui, d'accord. J'ai une question. Donc c'est bravo, félicitations. Et vraiment, ça a l'air très enthousiasmant ce qui se passe à Nogaro. Mais de suite, moi, je vais me faire l'avocat du diable, puisque nous, on est dans une agglomération, dans une communauté d'agglomération qui fait 7000 repas par jour. Voilà. Et notre but, nous, c'est d'arriver à ce que ferait Nogaro, de tendre en tout cas vers ce que ferait Nogaro. Et vous voyez bien les objections, si on parle du projet de Nogaro, vous allez voir de suite les objections qui vont se présenter. C'est, mais comment voulez-vous que ce qu'on fait pour 220 repas, nous, on arrive à le faire pour 7000 ? Voilà. Alors, je ne vous demande pas de nous donner les solutions, évidemment, mais est-ce que vous pensez pouvoir donner des pistes de réflexion à des grosses cuisines centrales, comme on a ici, des grosses collectivités, pour nous aider à tendre vers ce qui se passe à Nogaro? Oui. Oui, alors On a d'abord, plein d'idées. vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a des réseaux, vous les connaissez sans doute. On peut parler de 1+bio, on peut parler du collectif Les Pieds dans le Plat, si vous en avez entendu parler. Donc, il y a des réseaux, il y a des collectivités, il y a des grosses cuisines centrales qui ont fait des progrès tout à fait significatifs dans cette voie-là. Après, pour des gens vraiment engagés comme le collectif les Pieds dans le Plat, on met une limite à dire qu'au-delà de 2000 repas, on ne sait pas faire. Au-delà de 2000 repas, on va arrêter de cuisiner. C'est-à-dire qu'on va passer sur une production alimentaire. Si vous voulez, par exemple, Toulouse, Cuisine centrale de Toulouse, fait le même nombre de repas par jour que nous, on fait par an. Là, on est sur des process industriels. On ne parle plus de cuisine. On fournit de la nourriture, on fournit des repas. C'est un choix. C'est très compliqué de revenir en arrière. C'est évident, je ne vais pas vous dire que vous allez pouvoir faire le même niveau de cuisine que ce qui est fait à Nogaro dans une cuisine de 7000. Ce n'est pas vrai. Par contre, produire des repas vraiment de qualité, oui, c'est possible. Oui, il y a des techniques pour cuisiner des grands volumes. J'ai des confrères qui arrivent à le faire en étant labellisés EcoCert au niveau 3 et en faisant 100% des réalisations maison à partir de produits bruts et frais pour 2000. Je n'ai pas connaissance personnellement de structures qui font un plus grand nombre de repas et qui arrivent à travailler 100% en produits bruts et frais. Quand je dis en produits bruts, si vous voulez un exemple de la dinguerie qui se passe à Nogaro, c'est que, par exemple, on achète une épaule de veau entière et on fait le travail de boucherie nous-mêmes. On découpe notre viande, on va l'émincer.
l'écrasante majorité en restauration scolaire des structures achètent ce qu'on appelle des piécés. Ouais. Vous ouvrez votre sachet en frais, mais c'est prêt à cuire. Parce que ça prend du temps. Voilà, nous, on a pris ce parti-là, et effectivement, avec 220 repas, on a cette possibilité de mettre en œuvre toute cette technicité. Après, on ne chôme pas. Je peux vous assurer que à 4,5, 5 personnes dans la cuisine, ça envoie quand même. Et ça demande de l'engagement du personnel aussi. Ah ouais, c'est clair. Je peux poser une question? Bon, excusez-moi, c'est encore moi. J'ai coupé mon PC. Vous m'entendez ou pas là? Oui. Oui. Ouais. Déjà, je vous félicite, comme vous l'a dit Frédéric. Moi, je suis d'autant plus fier parce que je suis de la restauration et issu de la restauration et je suis dans le métier et je suis né dedans. Ma mère était chef de cuisine et en plus, je suis gersois. Alors que ça se fasse à Nogaro, ça me va bien. Ouais. Moi, je voulais simplement vous dire quels sont On t'entend. comment aborder la direction des services vétérinaires par rapport aux frais? Vous m'entendez ou pas? Normalement, il y a des distorsions. Ouais, je suis désolé. Hein, parle rapidement, là, ça va très bien. Envoie ton message, ta question. Alors, je disais que comment ça s'est passé votre relation? Comment se passe votre relation avec la direction des services vétérinaires, étant donné que si j'ai bien noté, sauf si j'ai fait une erreur, vous travaillez en liaison chaude, on est bien d'accord. Et quand vous parliez de vos locaux, vous me disiez vous aviez les moyens techniques, la mairie, et je félicite Monsieur le maire et son équipe parce qu'ils vous ont donné les moyens. C'est super, c'est tellement rare. On t'entend plus là. Comment y adapter? Vous avez une cuisine, vous avez une mais ça va être difficile. Mais bon, comment se passe la relation avec la direction des services vétérinaires? Voilà, en gros. Eh bien, très bien, très bien. Ouais. Alors, d'abord, bon, on dépend évidemment de la DDCS du Gers. Oui. Écoutez, très bien. Obligation de résultat, pas de moyens. Ouais. Vous vous doutez bien que la cuisine est parfaitement entretenue d'une part et tout le plan de maîtrise sanitaire est maîtrisé. Pour tous les protocoles, par exemple, on va parler de la décontamination des fruits et des légumes végétaux. Nous, on procède au vinaigre blanc. Ouais. Alors, ah ouais, à l'ancienne. Il y a des légendes urbaines, par exemple, qui vont venir vous dire que c'est interdit et qu'on a une obligation de laver et de décontaminer les végétaux avec une solution chlorée ou de la javel. Oui, je sais bien. C'est complètement ridicule. Donc, la DDCS vient. Nous, on a nos autocontrôles qui démontrent que nos procédés sont tout à fait fiables. Pas de développement bactérien, pas de colonies dans tous les tests qu'on a effectués avec la désinfection au vinaigre blanc. Même chose, on nettoie nos locaux avec un dispositif à vapeur sèche. Ah oui. Ouais. Pas de produits, donc meilleur pour la santé des agents qui l'utilisent, meilleur pour l'environnement. Au lieu d'utiliser 600 litres d'eau pour nettoyer la cuisine, c'est 4 litres d'eau et pas de produits. Mais pas de produits, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pareil, prélèvement de surface, on n'a jamais été pris en défaut de développement sur tous les prélèvements de surface réalisés. Donc, du moment où vous démontrez qu'il n'y a pas de problème, et la DDCS nous a encouragés dans ce sens-là, ils sont ravis. Même chose pour l'utilisation des œufs coquilles. On n'a pas le droit d'utiliser les œufs coquilles en restauration collective, c'est totalement faux. C'est faux. C'est faux. C'est un produit sensible, il faut faire très attention, il faut mettre en place un protocole, le respecter, et ça se passe très bien. Écoutez, oui, Henri, tu as une question? Deux questions? Oui, deux questions. Donc, brièvement, très heureux de me trouver à Nogaro, puisque j'ai enseigné pendant 7 ans au lycée. Et j'ai gardé, et j'habite, je suis un de vos voisins, puisque j'habite à Estang,
pas très loin, donc à 15 km de Nogaro. Ma première question, comment réagissent vos collègues des cuisines de la cité scolaire d'Artagnan? Voilà. Le contact n'est pas facile hein, par rapport à ça. On a essayé, puisqu'on a aussi un centre hospitalier à Nogaro. C'est ça. Donc, on a essayé d'amener un peu ces gens-là. On a fait une réunion avec eux, mais bon, il n'y a pas eu de suivi derrière, c'est un peu compliqué. Je sais que la cité scolaire de Nogaro est quand même soumise, de par la région et le département, ils sont engagés dans un projet alimentaire de territoire aussi. Donc, ils sont en train de vouloir tenter, ils sont obligés d'évoluer aussi un petit peu sur leurs pratiques culinaires. Donc, je ne sais pas trop où c'est qu'ils en sont. Pour l'instant, on n'a pas trop de rapport donc avec ces professionnels-là de restauration sur ces collèges et lycées. Vous pouvez préciser ce qu'est cette cité d'Artagnan La cité scolaire d'Artagnan, dont monsieur connaît bien puisqu'il a été, c'est aujourd'hui un collège, un lycée professionnel. Il y a une SECPA aussi. Et ça représente entre 900 et 980 élèves par an, à peu près. D'accord. Donc, vous voyez la cité scolaire, la taille qu'elle a par rapport à Nogaro, qui a 2100 habitants. Hein. D'accord. Il y a même un impact important dans la ville. Hein. Voilà. Ma deuxième question porte sur l'écoute, sur la dimension financière. Comment gère-t-on le différentiel entre vos coûts et le prix de vente? Alors, mais ça, 7 € d'un côté, 2 de l'autre. Alors, c'est une participation du budget communal au budget cantine. Voilà. Donc, c'est le budget communal de la commune qui vient éventuellement par subvention, par un apport de subvention au budget cantine, apporter le différentiel pour permettre éventuellement d'être dans le projet tel qu'il est aujourd'hui, avec les personnels, avec les produits de qualité, ainsi de suite. C'est un choix qu'a fait la commune par rapport à ça, et pour rester dans le coût aussi pour les familles à un coût très bas. Hein. D'accord. Donc, en d'autres termes, c'est un choix politique. Aussi, oui, tout à fait. Voilà. Merci. Tout à fait. Et donc, pour rebondir là-dessus, vous avez dû faire des arbitrages. Bon, Nogaro n'est pas une commune qui est beaucoup mieux dotée financièrement que beaucoup d'autres, j'imagine, même si vous avez le circuit automobile de Nogaro, mais vous avez quelques entreprises, vous avez de l'Armagnac. Mais est-ce que vous avez dû faire des arbitrages en faveur de cette dimension d'alimentation? Et comment avez-vous créé le consensus parmi vos confrères au niveau de la population? Disons que par rapport à ça, on n'a pas eu trop d'arbitrage à faire. Ça a été très simple, puisque c'était une volonté politique aussi de l'ensemble du conseil municipal de vouloir faire évoluer cette cantine. Oui. Changer les méthodes, de changer les trucs comme ça. On s'est dit, il faut y mettre les moyens dans l'investissement d'abord du matériel, dans le personnel et ainsi que dans les produits de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu trop d'arbitrage à faire. On a un budget, donc on s'y tient. Je remercie Hugo du travail aussi qui est fait quotidiennement pour maîtriser les coûts d'achat des produits, parce que c'est quand même aussi un souci permanent. Et on arrive, par rapport à ce qu'on était un petit peu précédemment, à des coûts qui sont à peu près similaires, quelques centimes d'euros de plus avec des produits bio tels que vous les avez aujourd'hui sur notre cantine. Donc, il y a une maîtrise des coûts permanente tous les jours. Et donc, là, c'est l'équipe cantine qui fait un travail formidable aussi auprès des fournisseurs et tout comme ça. On ne cherche pas non plus à, si vous voulez, à étrangler les fournisseurs. Ce n'est pas le but. Il faut que les fournisseurs ils trouvent leur compte. On a des petits producteurs en bio et dans les circuits courts. Ils ont un prix et on l'accepte. Voilà, donc, on profite aussi à ce moment-là de réduction de prix quand ils ont des surplus. Et nous en font profiter. Donc, voilà. Donc. Oui. Ce que je peux vous dire pour information, donc Stéphane qui est ici citait une cuisine centrale de 7000 repas par jour sur notre communauté d'agglomération. Eh bien, on a travaillé avec des étudiants et le prix de leur repas, le prix complet de leur repas est de 6,50 €. Donc, 50 centimes d'écart entre une structure qui fait 200 repas et une autre qui fait 7000 repas, avec toute l'industrialisation que ça permet, ça montre que votre gestion est vraiment optimisée. Oui, alors, attention, un peu de prudence, parce que si le coût des denrées est très facile à calculer, hein, vous faites la division du montant de vos factures par le nombre de repas. Oui. Les autres coûts, bien sûr. Au niveau de la méthode, on n'est pas tous d'accord. Donc, voilà. Oui, bien sûr.
Bien sûr. peu prudent avec ces calculs du coût Tout à global. fait. Tout à fait. Et si vous voulez, parce que ça vous intéresse, vous, Mille Pattes, peut-être, c'est l'articulation qui a pu être faite entre cette expérience qui est née à Nogaro et le projet alimentaire Oui. qui a émergé. Il faut savoir que le projet alimentaire au niveau du Pays d'Armagnac est très récent. En fait, il date d'1 an. Ça fait 1 an que le PETR, donc les 4 communautés de communes, se sont lancées dans le projet alimentaire et avec la porte d'entrée de la restauration collective qui est un puissant levier quand même. Et on s'est vraiment appuyé au départ sur cette expérience de Nogaro. Le projet alimentaire est labellisé, reconnu par le ministère. Tout ça en l'espace d'1 an, tout simplement parce que cette expérience de Nogaro a permis d'aller très vite. Ça nous a permis d'avoir une vraie méthodologie qu'on a pu diffuser sur tout le territoire. Sur le territoire, nous avons 3 cantines scolaires qui sont labellisées au niveau maximum du label EcoCert. Et il y a une vraie dynamique. On a ce programme de formation qui a pu être mené parce qu'on avait construit cette compétence. Je vous l'ai dit, il n'existe pas de formation professionnelle spécifique à l'alimentation durable. Il n'existe pas de formation professionnelle initiale spécifique aux menus alternatifs végétariens à base de protéines végétales. Tout ça, ce sont des savoirs qu'on a acquis depuis 7 ans et qu'on a pu diffuser sur le territoire. Voilà, l'importance de la restauration scolaire dans les projets alimentaires territoriaux, c'est quelque chose de vraiment prégnant. Oui. Peut-être deux questions. Donc, par rapport au projet alimentaire de territoire, est-ce que l'approche de votre cantine et des 3 autres a conduit à installer de nouveaux agriculteurs ou à amener des agriculteurs en place à changer leur système de production pour se tourner vers la restauration collective? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, la question des déchets. Est-ce que vous avez eu une politique, une approche particulière par rapport aux déchets de la restauration collective? Alors, la première question, le projet alimentaire est trop jeune. Donc, je ne peux pas vous répondre. Non, il n'y a pas eu d'installation liée au projet alimentaire, tout simplement parce que le projet alimentaire date d'1 an. Oui. Et c'est quelque chose qui est en construction. Ceci dit, nous avons énormément de contacts, notamment avec les JA, avec les jeunes agriculteurs. Ça suscite beaucoup d'idées et de projets. Okay. On pense très sérieusement et sincèrement qu'on va avoir des installations et des créations aussi d'outils de première transformation. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas vous le dire. D'accord. Et puis, alors, par rapport à cela, la commune de Nogaro, avec le PETR aussi, va réaliser une étude qui sera financée dans le cadre des projets PETR, une étude justement pour mettre en place des serres à usage de maraîchage, puisque nous avons 2 possibilités de faire fonctionner à des coûts très réduits. Nous avons, à côté de l'espace où l'on pourrait monter les serres, une production d'eau chaude qui sera à 51 degrés, qui était derrière la cité scolaire donc, de Nogaro. Donc, cette eau chaude, on en sortira des calories pour alimenter les serres. Actuellement, ces calories sont utilisées, enfin, cette eau chaude est refroidie pour l'alimentation en eau potable de la ville de Nogaro et de 4 communes environnantes d'un syndicat. Et nous avons aussi l'intention, et ces calories aussi, servent à alimenter une pisciculture de poissons exotiques qui produit des poissons exotiques à Nogaro depuis plus de 20 ans, et avec une quinzaine de salariés permanents dans cette entreprise. Ah oui. On va aller. Donc, on aura d'abord les calories pour alimenter, pour chauffer les serres, et nous avons une étude qui vient d'arriver, qui avait été commanditée par la commune, pour la récupération des eaux usées des lagunages de la steppe, pour retraiter ces eaux, les amener à des eaux de classe A
donc pour l'irrigation et le maraîchage, et qui nous permettrait éventuellement aussi d'avoir la production d'eau nécessaire pour l'arrosage du maraîchage. Il nous reste quelques éléments techniques à vérifier, savoir si pour la partie bio, si des eaux de classe A de ce type-là peuvent être aussi utilisées pour l'arrosage des produits bio. Oui. Donc, on a bien l'intention dans ces serres-là, les proposer à des jeunes agriculteurs, des jeunes maraîchers qui voudraient s'installer et produire non pas que pour Nogaro, mais pour produire tout un territoire aussi dans le projet du pays d'Armagnac. Donc, c'est aussi dans la continuité un petit peu du travail qui a été fait aussi par Hugo, formation, production, et ainsi de suite. Très bien. Mais très clairement, en ce moment, on vit… Excusez-moi. Oui. En même temps, je comprends que je suis tout de suite dans le sujet. Hein. Task Force Phoning, vous êtes au téléphone, quoi. On n'a pas bien compris. On n'a pas compris. Je ne sais pas qui parlait. Je ne sais pas qui parlait, mais c'était peut-être pas dans notre groupe. Ouais, c'est une interférence, à mon avis. Oui, on peut continuer, je pense. S'il vous plaît, monsieur le maire, là, justement, je voudrais insister là-dessus parce que, effectivement, je pense que la démarche qui est très intéressante et très constructive, elle pourrait aller beaucoup plus loin dans la mesure où vous êtes quand même sur un territoire rural, vraiment très rural. Hein, à l'ouest du Gers, c'est un territoire d'agriculteurs. Et quand j'ai vu que beaucoup de vos fournisseurs en amont venaient quand même, certains d'assez loin, de Dordogne, de la proximité de Toulouse, de l'Ariège, effectivement, je pense qu'il faudrait que vous puissiez motiver plus d'agriculteurs du territoire à s'intéresser à une démarche comme celle de la mairie de Nogaro, parce que bon, c'est un territoire où, vous savez très bien, le maïs, les productions avicoles, on rencontre certaines difficultés, et ce que vous développez peut offrir des débouchés, et notamment pour de jeunes agriculteurs. Et donc, je pense qu'il y aurait un effort à faire pour les convertir à s'intéresser à ce type de production et à ce type de circuit de commercialisation. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose qu'on a déjà engagé dans la réflexion un peu dans le cadre du projet alimentaire de territoire du département, puisqu'on recense éventuellement tout dans le cadre des circuits courts, tout un tas de producteurs, si vous voulez, donc, qui sont le plus près possible de nos cantines scolaires. Donc ça, c'est une première approche. Mais le fait de pouvoir aussi offrir à Nogaro des serres, des possibilités, tout comme ça, pour l'instant, on n'est qu'à la phase d'étude au tout début, mais on communiquera énormément là-dessus, justement pour l'installation des jeunes agriculteurs et pousser les gens à aller vers ces productions qualitatives pour amener aussi tout le territoire à se servir le plus près possible de nos jeunes agriculteurs. Donc oui, c'est une réflexion qui est intéressante, qui est menée aussi en parallèle. Hein. Mais vous avez raison, le projet alimentaire suscite beaucoup de projets et beaucoup d'intérêts. C'est en construction et actuellement, on vit une période un petit peu particulière et il y a des possibilités de financement de l'État qui sont vraiment tout à fait exceptionnelles. C'est du jamais vu en ce moment. Donc, il y a tout un volet de mesures qui ont été prises dans le cadre du plan de relance qui vont permettre l'émergence de projets. On est dessus. Voilà, c'est vraiment en cours. Si vous voulez, on se donne rendez-vous dans un an et je suis à peu près certain que dans un an, on pourra vous citer un certain nombre de projets qui auront vu le jour. Oui, puisqu'il y a effectivement une ligne du plan de relance qui est destinée à aider les petites communes rurales à se mettre à niveau dans le sens de la loi Egalim, avec des aides à l'investissement à la clé. Oui. Il y a ça, et puis il y a la ligne aussi qui concerne les filières agricoles et agroalimentaires. Oui. Et là, on est en plein dans le sujet. Et la démarche que vous menez tombe à point nommé, puisque beaucoup d'agriculteurs sont en questionnement sur l'orientation à donner à leur production. Et puis, ils cherchent aussi pour une grande partie d'entre eux,
à trouver un successeur. Et pour trouver un successeur, il faut pouvoir le motiver et le motiver sur le long terme. Et je pense que là, il y a des pistes très intéressantes à creuser, d'autant qu'effectivement, le gouvernement aide en ce moment, dans le cadre du plan de relance, le développement de ces filières et de ces territoires. Absolument. Tout à fait. La question sur les déchets, est-ce que c'est quelque chose qui a été appréhendé? Oui. Alors, toujours pareil, on revient à la labellisation EcoCert. La labellisation EcoCert de la cantine scolaire ne s'intéresse pas qu'aux produits et qu'à la qualité des produits qu'on va servir, mais elle prend en compte toute la gestion environnementale du site. Et là-dedans, donc, il y a des fortes incitations et il y a même des critères du label qui vont correspondre au recyclage et à la gestion des déchets. Sur la cantine scolaire de Nogaro, donc, on procède au tri sélectif de tous les déchets en amont et en aval de production. Donc en amont, tout ce qui se passe à la cuisine, toutes les pelures, et en aval, eh bien, c'est tout ce qui n'est pas consommé et tous les déchets de la salle des repas. Et là, on composte, en fait. Donc, on a 2 gros composteurs à la cantine scolaire. Et tous les déchets sont compostés naturellement et sont valorisés après dans les espaces verts de la commune. Donc, on a calculé que sur la cantine scolaire de Nogaro, on allait écarter plus de 2 tonnes de déchets du circuit des déchets ménagers. Donc, c'est plus de 2 tonnes par an qui sont revalorisés, qui sont écartés du circuit de déchets. Voilà. Et puis, oui, voilà. Et ça, c'est mesuré puisqu'on pèse systématiquement tous les déchets qu'on produit, que ce soit en production ou à la consommation. Donc, dans la salle du restaurant, de la cantine, il y a une table de tri à peser et à intégrer. Et ce sont les enfants qui vont trier les déchets qui sont compostables, des déchets qui ne sont pas compostables. Donc, c'est eux qui font le tri. Il y a un volet éducatif là-dessus. Ils apprennent aussi, du coup, à mesurer un petit peu le gaspillage alimentaire, puisque en corrélant avec le menu, si vous voulez, vous avez des menus où on sait que, normalement, tout doit être ingéré. Et puis, vous avez des menus où vous avez du poulet, donc on a les os et la peau qui sont manger. Si vous avez des bananes, les peaux de bananes représentent un poids considérable. Donc là, on sait que le poids des déchets n'est pas du gaspillage alimentaire, ce sont des déchets normaux. Et pour vous donner la performance, en moyenne, on a un poids de déchets produits, de retour d'assiette produit par repas servi de 45 grammes et le pain, c'est 1 gramme par repas servi à Nogaro. Oui, vous avez un bon boulanger. On a un bon boulanger et puis voilà. Bien formé. Oui. Et on a nos enfants aussi qui sont très attentifs un petit peu du fait d'avoir la table de pesée aussi. Et donc, ils évitent aussi le gaspillage. Voilà, donc je pense que c'est important cette éducation aussi au respect de la nourriture. Hein, donc. C'est très très bien. Et voilà, on partage vraiment très volontiers, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs ce soir, cette expérience. On a quelques communes qui nous ont fait la demande de venir nous rencontrer et observer ce qu'on faisait. Là, je vous parle sous le contrôle de monsieur le maire, mais en tout cas, ce sont des choses qui se sont déjà faites, des échanges entre territoires. Donc, si vous souhaitez, les portes de Nogaro vous sont ouvertes, vous pouvez venir. Très, 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 très volontiers. Il faudrait qu'on mobilise quelques élus, mais organiser un quart vers Nogaro, effectivement, ça. On pourra affiner nos discussions et vous verrez un petit peu où c'est qu'on en est de nos projets dans les semaines à venir, dans les mois à venir.
Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on partagera facilement, il n'y a pas de problème pour nous. Très bien. Peut-être une autre question sur les questions de la régie municipale. Alors, non pas qu'on pense que ça soit intéressant, mais certaines communes qui ont ces objectifs ambitieux s'appuient sur leur propre régie municipale, mettre en place leur propre parcelle pour approvisionner la restauration collective. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu à l'esprit, ou est-ce que ça s'est avéré pas nécessaire, sans doute coûteux? Est-ce que vous avez eu une réflexion là-dessus? Je pense que dans l'étude, on aura les deux scénarios possibles, soit la régie municipale, soit donner à des jeunes agriculteurs pour avoir un volet diversifié différent. Rien n'est exclu aujourd'hui, mais l'intérêt justement de ces productions, c'est de ne pas les faire que pour le local de Nogaro, c'est de le faire pour un territoire beaucoup plus élargi. Donc, il y a une partie mercantile qui rentrera en ligne de compte, et je pense qu'on peut donner la chance à des jeunes agriculteurs pour pouvoir éventuellement mettre des gens un pied à l'étrier, c'est le cas de dire, et avec des conditions d'investissement qui seraient prises en compte par la collectivité, et donc ils n'auraient pas trop de charges en démarrage pour une réussite, quoi, en fin de compte. Oui, je suis assez d'accord avec ça, parce que sur le territoire, donc, il n'y a pas un modèle universel. On a une autre commune qui a de restauration scolaire aussi très avancée en matière d'alimentation durable, et qui, elle, a construit une régie municipale pour la production de ces légumes. C'est pertinent parce qu'ils n'avaient pas de possibilité d'approvisionnement dans un rayon raisonnable. Il y a la question de ne pas venir en concurrence avec des maraîchers locaux. C'est pas, enfin, il me semble humblement, en tant que technicien, de dire ça, il me semble que c'est pas le propos d'une collectivité de venir se mettre en concurrence avec une entreprise locale. Je pense effectivement qu'on est un petit peu sur un modèle à l'opposé de celui que nous vivons dans Millepattes, dans la périphérie urbaine de Toulouse, puisque là, on est vraiment en zone rurale. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est effectivement d'engager des jeunes à s'installer, à leur faciliter l'installation en zone rurale et développer des débouchés pour qu'ils puissent commercialiser même au-delà de l'approvisionnement de la restauration collective de la cantine. Mais on est en zone rurale. Voilà. D'autant plus que là, bon, on parle de production maraîchère, principalement, mais on pourrait peut-être imaginer d'aller au-delà. Oui, ça peut concerner l'aviculture. Est-ce qu'on pourrait avoir des fruitiers? Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres productions saisonnées, de saison, quoi, bien sûr, qui pourraient satisfaire les enfants aussi. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Oui. Donc, vous avez parlé de pisciculture, c'est quelque chose qui peut avoir un intérêt aussi. Alors, la pisciculture, ce n'est pas des poissons consommables. Oui, non, mais… C'est des poissons d'aquarium, donc on ne les sert pas dans l'assiette, ceux-là. D'accord. Moi, j'avais encore une question à poser. C'était sur le centre de formation que vous avez monté à l'échelle du PETR, si j'ai bien suivi. Alors, pas tout à fait. La maîtrise d'ouvrage, c'est Nogaro. D'accord. C'est un outil territorial qui est porté par Nogaro, oui, qui a été accompagné par le PETR. D'accord. Financé par de la DETR, principalement, et par le budget communal. Mais c'est un outil au service, bien sûr, du pays d'Armagnac, et donc pour la formation de tous les personnels des cantines scolaires. D'accord. Mais donc, vous avez pu vous inscrire dans des programmes, par exemple, de la région, des choses comme ça. C'était dans le cadre d'un projet de territoire. C'était pour comprendre un petit peu le montage plus complet de ce centre de formation et des appuis dont il a pu bénéficier. Voilà. Non, l'initiative, c'est Nogaro. Oui. L'intérêt territorial a amené le PETR à porter au niveau de l'ingénierie de financement avec Nogaro. Et ensuite, par exemple, il y a la DRAF Occitanie qui finance. C'est un outil territorial. On peut y faire plein de choses. Maintenant, les formations qui vont s'y tenir et qui s'y tiennent, il faut leur trouver des financements. Donc,
nous avons la DRAF Occitanie, par exemple, qui a financé toute une série d'ateliers alimentation durable, tout public. Informer et former les populations aux pratiques d'alimentation durable, manger de saison. Ce sont des petits ateliers culinaires. Les gens viennent, cuisinent, ils partagent le repas après la séance. C'est mené par un cuisinier et une diététicienne. Donc, il y a quand même un contenu consolidé, théorique, et en même temps, c'est très convivial. Voilà. Ça, c'est financé par la DRAF. Il y a eu, pour répondre aux besoins de formation des personnels des cantines scolaires, il y a une formation qui a été menée, enfin, qui a été créée et développée par le CNFPT en partenariat avec le Pays d'Armagnac, une formation sur mesure pour aider les cuisinières et les gestionnaires des petites cantines rurales à aborder, à appréhender, à se mettre en conformité avec la loi Egalim. Donc voilà, tout ça. Et après, le champ est ouvert. Encore une fois, c'est un outil qui est très récent, puisque la date d'achèvement, c'est décembre 2020. D'accord. C'est un outil qui démarre. Il y a la CPAM, la CARSAT aussi, qui ont des programmes santé, nutrition, des programmes d'ateliers santé, nutrition, alimentation, à destination des personnes âgées et à destination aussi des personnes en situation de précarité sociale. Et voilà, maintenant, on a un outil qui permet de mener ces ateliers dans des bonnes conditions. Et est-ce que ça serait votre vocation, votre souhait de le porter au-delà? C'est-à-dire, concrètement, donc, vous avez compris, on est surtout sur le sud de la Haute-Garonne. S'il y a une manifestation d'intérêt d'un certain nombre de professionnels de la restauration scolaire en relation avec leurs élus, à bénéficier de ce type de formation ou à monter une formation sur mesure, est-ce que ça pourrait être la vocation de votre centre? Le centre, c'est un outil. Le contenu d'une formation, c'est dissocié de l'outil. C'est-à-dire que la formation qu'on mène en ce moment, par exemple, pour les agents de cantine, elle est très pertinente. C'est une formation qui pilote, qui est observée par différents territoires, et plusieurs l'ont demandé déjà. D'accord. Et elle peut être dupliquée. Là, on a un outil qui est très bien, qui est très adapté pour le faire. J'imagine qu'à d'autres endroits, c'est tout à fait possible. Oui. Il faut juste les personnes pour mener ces formations. Oui, bien sûr. Mais si vous avez des programmes de formation avec des organismes précis, justement, et qui auraient besoin de locaux, pourquoi pas imaginer de pouvoir pratiquer à Nogaro, puisqu'on a ces locaux de cuisine qui sont adaptés par rapport à ça, mais aussi on a une salle de projection qui est juste à côté pour faire toute la partie théorique. Quelque chose qui peut s'envisager aussi, pourquoi pas. D'accord, d'accord. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions de notre côté? On a vu déjà pas mal de choses. Je pense que c'était aussi très intéressant de montrer qu'on était complètement à l'opposé des démarches top-down, habituelles, et qu'on part d'une création vraiment locale qui permet un peu ensuite un déploiement. Je pense que c'est ça qui nous paraît extrêmement intéressant, puisque du coup vous avez une très excellente adaptation, j'allais dire, de ce que vous avez fait à votre demande, au lieu de vous caler toujours sur du préformaté. C'est effectivement je trouve ça extrêmement intéressant. Bon. Je suis d'accord, il y a un petit peu ce côté-là, c'est-à-dire que le centre de formation, c'est pas quelque chose qui a été planifié à 5 ans. Voilà. Et on l'a fait, et du coup, le fait qu'il soit là, ça a permis après de susciter la création des formations. C'est peut-être une possibilité, une voie pour les PAT, et qui va effectivement à contresens des planifications à long terme. C'est l'action qui en entraîne d'autres, mais qui n'ont pas forcément été programmées
de façon très précise. Alors, ça peut paraître un peu anarchique, mais par contre, c'est très, très fonctionnel. Ouais. Anarchique n'est pas le terme quand même. Hein. Non, j'exagère. Très bien, eh bien, un grand merci. Hein. Si vous nous permettez, on va rester en contact. Si vous pouvez nous communiquer votre présentation, ça nous sera très utile, mais je pense qu'on aura beaucoup de raisons de reprendre contact, et je pense que c'est vraiment, même au niveau régional ou national, une expérience remarquable, parce qu'on parle souvent de cas assez particuliers, comme certaines grandes villes ou certaines petites communes. On a longtemps parlé de Mouans-Sartoux, qui sont quand même assez particulières, mais vous êtes dans un environnement réel, concret, sans facteur favorable particulier, sinon le fait d'être dans le Gers, avec tout ce que ça implique. Mais en tout cas, un grand merci pour votre temps, et à Hugo pour son travail, et Monsieur le maire pour votre vision sur ce thème et la priorité que vous en avez faite. Et on vous remercie beaucoup de votre écoute. On se tient à votre disposition. Bien voilà. Sûr. Je vais peut-être faire, si ça vous ennuie pas, une photo pour notre Facebook. Vous pouvez. Parce qu'on commence à communiquer. Alors. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Ça vous va? Ça me va. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Restons beaucoup. en contact. Merci. Au revoir. À bientôt chez nous, j'espère. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Digo me mai riqueza quel cant che monta al clar d'un cel di rondó e che de rebellió pescans milo rasus d'un autre monde. Anna del temps, roto del cel, le fan a tal se faguet bel. D'autres amours a rote menon, se'n van, mune fan succitano.